Bonjour et bienvenue sur Antenzo. Vous écoutez Animaux sauvés, le podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 2, la baleine boréale, doyenne des géantes. Baleine. C'est un joli mot, baleine. Il est doux, lent, aquatique. Il représente bien ce à quoi il correspond. La relation historique entre les humains et les baleines a déjà permis de remplir des livres entiers. Une relation à sens unique qui a fait vivre des milliers de familles humaines pendant des siècles et conduit des dizaines d'espèces de cétacés au bord de l'extinction. Parmi les grands spécialistes de la chasse à la baleine, il est un peuple qui s'est distingué à travers les âges, les Basques. Dès le Xe siècle, les Basques laissent des traces historiques de chasse à la baleine dans les eaux du golfe de Gascogne. Lorsque les connaissances maritimes le permirent, ils partirent s'exporter à l'international et devinrent parmi les premiers Européens à traverser l'Atlantique au XVIe siècle pour aller chasser la baleine au large des côtes de Terre-Neuve. Ils cherchent alors l'animal qu'on appelle le poisson à lard. C'est en effet la graisse, la chair et le lard de la baleine qui sont prisés. L'énorme animal, qui n'est pas un poisson mais bien un mammifère marin, est transformé, stocké, mangé. Sa graisse fournit l'huile des lampes qui éclairent les riches demeures et les premiers lampadaires des rues. Elle est aussi utilisée pour fabriquer des bougies, du savon, pour le tannage du cuir, pour nettoyer la laine. Elle entre dans la composition de produits cosmétiques et alimentaires. Bref, la baleine est déclinée à tous les usages. Quel violent tissu pour le pauvre animal pisté, poursuivi, harponné, achevé, puis tiré à bord du bateau dans une effusion de sang. Mais la vie des marins n'est pas non plus du premier confort. La chasse à la baleine est saisonnière. Au printemps, l'équipage constitué au Pays Basque part du port de Bordeaux ou de Saint-Sébastien. Pendant de longs mois, les marins vivent sur le bateau ou dans des petits villages de fortune construits à la hâte sur les côtes de ce qui deviendra le Canada. Le froid, le vent, l'eau, le sel. La nourriture et l'hygiène sont mauvaises, le travail est éreintant. À la capture de l'animal s'ajoute tout le processus de découpage et de transformation de la graisse. Il fallait bien chanter en cadence pour se donner du courage. Au premier mois de l'automne, s'il fait froid, le bateau rentre. Mais si les températures restent douces, et la chasse possible en hiver, les marins peuvent rester toute l'année loin de leur famille. L'activité est tellement rentable que si la chasse a été excellente, le capitaine paye l'équivalent de plusieurs mois de salaire à certains de ses hommes pour qu'ils acceptent de rester passer l'hiver en Amérique et ainsi libérer la place dans leur cabine pour le retour à des tonneaux remplis de graisse, d'huile et de lard. Plusieurs espèces de cétacés vivent dans les eaux froides du nord du monde. La baleine boréale, qui nous intéresse ici, est appelée par les Basques la barba, la barbue, car elle a de plus longs fanons que les autres. Les fanons sont ces longs poils qui remplacent les dents dans la bouche de la baleine et qui lui servent à capter sa nourriture planctonique. Cette baleine boréale est un animal incroyable, de 18 mètres de long pour 75 à 100 tonnes. C'est le deuxième animal le plus lourd au monde, derrière l'immense baleine bleue et ses 150 tonnes. La baleine boréale détient un autre record, la longévité. Elle pourrait vivre plus de 2 siècles, jusqu'à 200 ans. Aucun autre mammifère n'atteint un tel âge canonique. Des fragments de harpons fabriqués en 1880 ont ainsi été retrouvés sur une baleine morte échouée en 2007. Vers 1750, après tout de même 7 bons siècles de domination totale du marché, les Basques doivent se retirer et laisser la place aux colonies locales américaines. Bon, pour les baleines, ça ne change pas grand-chose. La chasse se poursuit à travers les décennies au gré de l'avancée technique des bateaux. Au XIXe siècle, la chasse à la baleine boréale atteint le Pacifique Nord, dans la mer du Bering et la mer d'Okhotsk, entre la Sibérie et l'Alaska. Les dernières baleines boréales sont acculées dans cette région. Le pic d'activité est atteint à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La chasse s'industrialise. Heureusement, quasiment au dernier moment, la tendance s'inverse en quelques années. Avec l'arrivée de l'électricité et de divers substituts, notamment pétroliers, l'huile de la baleine perd en intérêt, donc en valeur, et les baleines sont en fait devenues tellement rares que leur recherche en mer n'est plus si rentable. Le sort des géantes des océans finit aussi par toucher l'opinion publique et les hauts responsables politiques. En 1931, la Société des Nations crée la Convention for Regulation of Whaling, la Convention pour la régulation de la chasse à la baleine, dont un meeting aux États-Unis en 1946 débouche sur la création de l'International Whaling Commission.
en français la Commission baleinière internationale. La chasse à la baleine devient donc très rapidement interdite officiellement. Bon, en réalité, ça n'empêche pas quelques navires, notamment soviétiques, de continuer discrètement la chasse dans les années 60. En 1975, la baleine boréale est inscrite en annexe 1 de la Convention de Washington. Aucun commerce légal de l'espèce n'est possible. Des lois strictes de protection sont rédigées par les différents pays concernés. La Commission baleinière internationale autorise quand même la chasse de subsistance pour les peuples indigènes natifs et les communautés inuites du Groenland et de l'Alaska. Ce sont environ une cinquantaine de baleines qui sont autorisées à la chasse par an, mais pas une de plus. Attentivement suivies et observées par les biologistes depuis plus de 3 décennies, et suite à la disparition de la principale menace qui pesait sur elles, la population totale de baleines boréales est depuis en constante augmentation. Les effectifs de la mer de Bering seraient lentement et patiemment revenus au niveau d'avant la chasse intensive et augmentent de 3% par an. L'Union internationale pour la conservation de la nature, qui considérait l'espèce en danger d'extinction en 1986, l'estime depuis 2008 en préoccupation mineure. Elle n'est plus menacée. La dynamique de population est positive, le nombre d'individus matures est d'au moins 10 000. En 2007, au Nunavut au Canada, est même créée la réserve nationale de Ninginganik. Ce lieu dont le nom compliqué signifie l'endroit où règne le brouillard est le premier sanctuaire dédié à la protection et à l'étude de la baleine boréale. La formidable réussite de la protection des baleines boréales est en grande partie due à la simplicité de l'équation. C'est la chasse intensive qui avait conduit l'espèce au bord de la disparition, et son interdiction a permis aux effectifs de se régénérer à une vitesse spectaculaire. L'avenir, et notamment le changement climatique, apportera son lot de nouveaux défis pour la protection de la nature et de la biodiversité. Mais l'histoire des baleines et des humains prouve qu'en quelques années, grâce à une opinion publique sensibilisée et une coordination politique globale, les animaux qui étaient parmi les plus chassés depuis des siècles sont devenus les symboles de la préservation d'un patrimoine naturel collectif. J'espère que cette histoire de baleine vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que sur les plateformes de podcast. On se retrouve prochainement pour l'épisode 3. D'ici là, continuez de vous émerveiller et à très bientôt sur Antenzo.